Bienvenue dans Éclairage, le podcast des experts Opinionway pour rendre le monde intelligible, agir aujourd'hui et imaginer demain. Nous accueillons aujourd'hui Bruno Jambard, vice-président d'Opinionway, et Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway en charge des études d'opinion. À quelques semaines des élections européennes, ils reviennent sur les indicateurs clés de la campagne et l'évolution des intentions de vote issues de l'Eurotrack, réalisées pour VA Solis, Les Échos et Radio Classique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel éclairage consacré aux élections européennes, récapitulatif des 6 premiers mois de pré-campagne ou du tout début de cette campagne électorale, avec d'abord cette première question qui concerne l'intérêt pour le scrutin. Aujourd'hui, 51% des Français se disent intéressés par la campagne qui débute à peine, un indicateur qui est resté plutôt stable tout au cours des dernières semaines. Si on entre un petit peu plus dans le détail, Bruno, quels sont les principaux enjeux pour les Français dans la perspective de ce scrutin européen ? Ce qui est certain, c'est qu'une des grandes interrogations qu'on peut avoir, c'est la participation au moment de cette élection européenne, parce qu'on sait qu'elle est très faible dans un pays comme la France. Alors elle avait été un peu meilleure en 2019, autour de 50%, mais ça veut dire que près d'un électeur sur deux aussi n'avait pas voté à ce moment-là. Et on a une grande interrogation compte tenu du fait qu'on a assisté au cours des dernières années, lors des différents scrutins, que ce soit les régionales en 2021, les municipales en 2020 et les législatives et la présidentielle en 2022, à une baisse de la participation. Donc est-ce qu'on va retrouver aussi cette baisse de la participation ? La difficulté de ces élections européennes, en plus par rapport aux autres scrutins qui subissent cette désaffection électorale, c'est l'incompréhension des enjeux spécifiques aux élections européennes, la méconnaissance du rôle du Parlement européen, la méconnaissance des institutions européennes, et cette difficulté à appréhender l'enjeu majeur qui n'est pas au niveau national finalement, mais qui est au niveau des groupes parlementaires et des partis politiques européens que les Français connaissent très peu. Alors ça, c'est une difficulté structurelle qu'on voit dans tous les scrutins européens. Tu dirais qu'elle joue encore plus lors de ce scrutin de 2024, parce que tout de même, depuis 5 ans, depuis le scrutin précédent, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont mis en valeur le travail du Parlement, le travail de la Commission européenne en matière de lutte contre la pandémie, le fameux Green Deal dont on a beaucoup parlé. Il y a une action qui a été quand même beaucoup plus visible dans les médias. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence sur la participation ? Non, je pense que s'il y a un effet sur la participation, ce sera beaucoup plus lié à des données conjoncturelles propres à la France. Et il y a quelques éléments qui plaident pour une participation qui serait équivalente à celle de 2019 et donc plutôt bonne, autour de 50%. La première, c'est que comme en 2019, c'est la première élection depuis la séquence présidentielle législative. Donc les Français n'ont pas eu l'occasion, après 2 ans du nouveau mandat d'Emmanuel Macron, de donner leur avis sur ce début de mandat. Et donc ça peut les inciter à se rendre aux urnes. Comme en 2019, qui avait succédé à la crise des Gilets jaunes pour l'élection européenne, on a eu quand même des tensions sociales importantes. L'année dernière, le conflit sur les retraites avec des grandes manifestations. En début d'année, avec la crise des agriculteurs. Donc peut-être aussi, là, un certain nombre de Français qui auront envie de venir donner leur opinion sur la situation politique du moment. Mais peu de choses à attendre de la part finalement des débats européens eux-mêmes. On voit bien qu'ils ont beaucoup de mal à s'installer. Par exemple, on a vu au mois de mars, pendant quelques semaines, surgir la question de la guerre en Ukraine et de l'action de l'Union européenne et des États européens sur ce conflit, avec le degré d'intervention entre soutien militaire pur ou envoi de troupes. Mais ça n'a pas duré dans l'opinion. Dès le mois d'avril, cette importance un peu plus forte accordée à la question du conflit en Ukraine a très largement redisparu quelques semaines après.
Oui, en réalité, on voit bien que ce sont toujours les questions de pouvoir d'achat, de hausse des prix, qui sont les questions qui compteront le plus pour les électeurs au moment de voter pour ces élections, devant les questions qui ont trait, à la sécurité et à l'immigration. On peut peut-être noter un niveau relativement faible de la thématique environnementale. 32% seulement dans notre dernière mesure, alors qu'on sait que c'est un enjeu qui, historiquement, dans les élections européennes, a souvent pesé. Par nature, c'est un enjeu qui transcende les frontières. Oui, c'est un des domaines qui justement est un domaine d'action internationale et donc européen. Et puis on a beaucoup parlé, tu l'as dit, du Green Deal au cours des dernières semaines. Donc on aurait pu s'attendre à un poids plus important. Rappelons aussi qu'en 2019, au moment de voter, c'est en première ou en seconde position des motivations de vote des électeurs. Là, on est plutôt en 6e position, donc beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs probablement un sujet à surveiller. Est-ce que cet enjeu va se réinstaller d'ici le 9 juin ? Ou est-ce que clairement il est finalement dans la période actuelle devenu un peu secondaire, ce qui serait un peu une rupture aussi par rapport à ce qu'on a connu. On a eu une période au cours des années 2010 où l'enjeu environnemental n'a cessé de progresser et être de plus en plus important au moment des élections. Et là, il serait en recul. Finalement, ça correspondrait aussi à ce qu'on a vécu au moment de cette crise agricole où on a vu quand même des débats et pour la première fois des mouvements s'exprimer assez fortement contre les politiques environnementales trop directives et trop actives, et notamment voir surgir une forme d'opposition au Green Deal européen. Alors, on note aussi que toutes les thématiques qui sont liées à la géopolitique sont plutôt au second plan des sujets de préoccupation des Français dans le cadre de ces élections européennes. C'est le cas pour le conflit entre Israël et le Hamas, 13%. C'est le cas pour la guerre en Ukraine, même si en mars on a eu un petit pic d'intérêt pour ce sujet. C'est le cas aussi pour la lutte contre le terrorisme. Voilà, tous ces sujets-là qui sont des sujets importants, qui sont des sujets sur lesquels l'Union européenne est amenée à agir, finalement intéressent assez peu les Français. Et puis à l'appui de ce que tu disais tout à l'heure, la thématique plus dégagée de l'actualité, qui s'inscrit plutôt sur le long terme de la construction européenne, elle n'est jugée qu'à hauteur de 20% par les Français comme un sujet qui comptera pour eux lors de ces élections. Ça dit bien cette méconnaissance ou ce relatif désintérêt, cette indifférence en tout cas à l'égard de l'action européenne. Alors si on passe maintenant plus directement aux questions électorales, qu'est-ce qu'on peut dire pour caractériser l'évolution des intentions de vote depuis 6 mois? Ce qui me frappe d'abord, c'est qu'on est sur un paysage relativement stable, en fait, quand on regarde dans la durée. Au jour le jour, on a l'impression, quand on écoute les commentaires, qu'il y a des grands chambardements, des grands chamboulements qui surviendraient dans la campagne. On parle du phénomène Glucksmann, on parle de l'envolée de Bardella, mais en fait, si on regarde, nous, on a commencé à mesurer dès le mois de novembre, et la stabilité est extrêmement forte depuis cette première mesure, avec clairement une domination du Rassemblement national dans les intentions de vote, qui est en tête d'une dizaine de points quasiment systématiquement depuis cette première mesure. Dans la dernière enquête, il est à 29% d'intention de vote, 10 points de plus que la seconde liste, qui est celle de la majorité présidentielle, à 19%. Pour donner un effet de cette stabilité, sur les 6 mois, on a eu des scores uniquement à 19 ou à 20% pour cette liste de la majorité présidentielle. Donc finalement, là aussi, une très grande stabilité. Et même si on regarde ce petit phénomène qu'on appelle Glucksmann, oui, il a connu une progression depuis le début du baromètre, mais finalement, en 6 mois, il n'est passé que de 9 à 13%, ce qui n'est pas non plus un chamboulement absolument décisif. Mais aujourd'hui, c'est la liste qui s'installe clairement comme la troisième liste en matière d'intention de vote, nettement comme la première liste de gauche. Et même si elle est encore un peu loin, il peut y avoir une interrogation sur sa capacité à aller concurrencer la liste de la majorité présidentielle pour la seconde place.
Oui, le terme de dynamique à propos de cette liste est sans doute excessif pour l'instant. On parlerait plutôt de progression régulière. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'on est dans un jeu à trois. Il y a finalement 3 listes qui se détachent très nettement des autres. 3 listes qui sont au-dessus de la barre des 10%. C'est la liste du Rassemblement national qui tangente la barre des 30%. La liste de la majorité présidentielle qui oscille autour de la barre des 20%, et puis la liste de Raphaël Glucksmann aux alentours de 13%. Et toutes les autres listes, d'abord, n'obtiennent pas de score à 2 chiffres, et puis ensuite peinent véritablement à exister. C'est le cas pour la liste de la France Insoumise, Manon Aubry, c'est le cas pour la liste d'Europe Écologie Les Verts, c'est le cas pour la liste de François-Xavier Bellamy, des Républicains, et puis c'est le cas aussi pour la liste de Reconquête de Marion Maréchal Le Pen, qui toutes, et c'est très frappant, obtiennent un score extrêmement proche et ne parviennent pas à se détacher au sein de leur camp respectif. Et puis peut-être le troisième élément, donc la stabilité, un jeu à 3, le troisième élément, ce sont les écarts extrêmement marqués entre les 3 premières listes, une dizaine de points entre le premier et le deuxième, plus de 5 points entre le deuxième et le troisième. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de compétition électorale à proprement parler, même si les médias, on le sent bien dans les discours, sont en attente du fameux croisement de courbes. Oui, c'est vrai que il y a là un paysage qui se prête assez peu pour le moment à ce qu'on pourrait être appelé une notion de vote utile. Il n'y a pas de compétition pour la première place, donc pourquoi finalement quitter sa liste préférée pour aller soit vers le RN, soit vers la majorité pour se battre pour la première place, comme ça avait été le cas en 2019. Rappelons-le, les 2 listes étaient au coude à coude, très léger avantage le jour du scrutin pour le Rassemblement national. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un vote utile au sein de chacun des camps? Vote utile à gauche, vote utile éventuellement à droite ou à l'extrême droite? Alors, le vote utile à gauche, on a l'impression qu'il a déjà un peu eu lieu. Quand on regarde la progression de la liste Glucksmann, elle s'est faite principalement en captant des voix au sein des autres listes de gauche, et notamment de la liste Europe Écologie Les Verts, qui a plutôt baissé depuis le début du baromètre, même si là aussi c'est très léger, et on a le sentiment plutôt d'avoir eu ce phénomène-là. La progression de la liste Glucksmann auprès des électeurs Macron de 2022, par exemple, elle est relativement faible entre notre vague de mars et celle d'avril. On est passé de 8% des électeurs Macron en 2022 qui voulaient voter pour Raphaël Glucksmann à 13%. Donc une petite progression, mais finalement ce ne sont pas là que sont principalement aujourd'hui ces gains de voix. Ça a été plus par captation de vote au sein du reste de la gauche. Mais donc, comme il est relativement loin pour le moment encore de la liste de la majorité, là aussi, déclencher un vote utile qui assécherait complètement les autres listes semble pour le moment peu probable. Il faudra voir dans les dernières semaines. Et puis, il y a finalement aussi cette question du vote utile à droite, entre les électeurs de François-Xavier Bellamy ou ceux de Reconquête qui pourraient être tentés de voter pour une autre liste, soit l'autre liste, soit celle du Rassemblement national de Jordan Bardella. Là aussi, on a le sentiment que chacun arrive à un peu garder son électorat, même si clairement la liste de Reconquête souffre probablement de l'écart très important qu'elle a avec celle du Rassemblement national, et c'est elle qui peut-être a à craindre de ce vote utile d'électeurs qui se diraient que finalement le plus efficace pour envoyer un message au gouvernement serait de voter pour le Rassemblement national. Ce qui est quand même important, c'est qu'on a 4 listes qui sont assez basses, 7% dans la dernière enquête, Eurotrac, Les Échos, Radio Classique et Solis. Mais 7%, juste il faut le rappeler, c'est très proche de la barre symbolique des 5%, qui n'est pas que symbolique puisqu'elle détermine le fait d'avoir ou non des élus. Et rien ne dit que ces 4 listes sont absolument certaines de passer cette barre et donc d'avoir des députés européens. Et c'est un peu du tout ou rien, cette barre des 5%. Vous passez de 4,9% à 5,1%, et tout d'un coup, c'est de 0 à 6 députés européens que vous passez dans le même temps. Donc c'est quand même un phénomène qui est un danger pour ces courants politiques aujourd'hui.
Et même un danger vital pour certains d'entre eux. Alors si on se concentre peut-être sur les deux premières listes, puisqu'on a beaucoup parlé de la liste du Parti socialiste, on se souvient qu'en 2019, il y avait seulement 200 000 voix d'écart entre la liste de la majorité présidentielle et la liste du Rassemblement national. Aujourd'hui, cet écart est abyssal, une dizaine de points, c'est considérable dans les intentions de vote. Comment est-ce qu'on explique ce changement de configuration par rapport à 2019 ? Et je pense qu'il y a deux phénomènes qui se produisent en même temps. D'un côté, il y a un rétrécissement de la base électorale du macronisme par rapport à 2022. En fait, on voit que le macronisme perd énormément de soutien dans les catégories les plus jeunes de la population et se concentre quasiment au-delà de 50 ans dans le vote. Perd énormément de soutien dans les catégories populaires, voire même auprès des catégories actives CSP+, comme les cadres ou les professions intermédiaires. Parmi les CSP+, la liste du Rassemblement national devance la liste de la majorité présidentielle. C'est un événement qu'il faut souligner. Oui, alors ça se fait vraiment au sein des professions intermédiaires, très largement. On est à quasiment 30% d'intention de vote dans ces professions qui sont une forme d'incarnation de la classe moyenne. Chez les cadres, ça reste beaucoup plus mesuré encore, mais on a aussi une baisse et donc une concentration du macronisme chez les inactifs, et notamment les retraités. Donc on a ce phénomène-là. Plus de 65 ans. Voilà. Et puis en parallèle, on a un élargissement à l'inverse de l'électorat du Rassemblement national. Tu l'as dit, chez les CSP+, d'abord plutôt sur la classe moyenne que chez les cadres, mais quand même un phénomène notable. Pas très marqué chez les plus âgés, les seniors, mais on est quand même à 22%, ce qui sont des scores élevés pour le Rassemblement national dans cette catégorie-là, qui est quand même là aussi à souligner. Mais c'est un élargissement aussi par le haut, c'est-à-dire la conservation d'une base très forte chez les électeurs plus jeunes et en activité professionnelle, et puis une petite progression chez les électeurs plus âgés. Et donc, les deux phénomènes conduisent d'une situation où on avait, comme tu l'as dit, 200 000 voix d'écart à une situation où 10 points, ça pourrait représenter 2 millions de voix d'écart potentiellement le soir du 9 juin. Donc ce serait un écart évidemment considérable, multiplié quasiment par 10 d'un scrutin européen à un autre. Et donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner et noter. Et c'est vraiment ces deux phénomènes en parallèle, rétrécissement-élargissement, qui contribuent à ce grand écart. Et pour la majorité présidentielle, il y a sans doute aussi un déficit de notoriété de la tête de liste. On voit bien que des personnalités comme Jordan Bardella, Marion Maréchal sont extrêmement connues. On l'avait mesuré à plus de 80%. Des personnalités qui étaient déjà tête de liste en 2019, Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry ont des taux de notoriété qui sont aux alentours de 40%. Et puis en revanche, les nouvelles têtes de liste, comme par exemple Marie Toussaint pour Europe Écologie Les Verts et Valérie Ayé, elles ont encore une notoriété qui est émergente. C'est pénalisant, évidemment, dans le cadre d'une campagne électorale. Oui, c'est certain. Et ce qu'il faut aussi noter sur la majorité, c'est un phénomène qu'on voit depuis quelques semaines, qui est d'effondrement quasiment du vote ou des intentions de vote en faveur de la majorité auprès des femmes. Oui. On est dans notre dernière enquête à 12% seulement contre 26% parmi les hommes. Alors qu'à l'inverse, là aussi, le Rassemblement national, qui était en déficit pendant longtemps chez les femmes, et aujourd'hui fait un peu mieux auprès des femmes, 31% qu'auprès des hommes, 27%. Et donc ça interpelle, ça interroge. On se demande un peu quelles en sont les raisons profondes. Alors, est-ce que c'est aussi la concentration du macronisme sur des enjeux économiques et des thématiques économiques qui peut-être parlent plus à l'électorat masculin quand les femmes sont aussi beaucoup plus intéressées par les thématiques sociétales, environnementales, qui semblent peu abordées par la majorité en place. Mais c'est effectivement là aussi une difficulté. Si ce grand écart homme-femme dans leur électorat se produit, évidemment, ça limite beaucoup
la capacité à faire un score élevé, parce que ça veut dire que dans la moitié de l'électorat, vous avez un déficit absolument majeur. Oui, c'est vrai que la majorité ne tire absolument pas parti auprès de cette catégorie de la constitutionnalisation de l'IVG, par exemple. Alors, on a un indicateur sur vote de soutien versus vote sanction. Ce que l'on observe, c'est que 40% des Français souhaitent exprimer leur opposition à l'action d'Emmanuel Macron et de son gouvernement en votant aux élections européennes, un indicateur qui d'ailleurs est plutôt stable depuis novembre 2023. 46% nous disent que leur vote n'aura pas vraiment de lien avec l'action d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, que ce n'est pas essentiel pour eux. 46%, c'est même un indicateur qui est en progression de 4 points par rapport à 2024. Donc en fait, on peut dire que c'est peut-être plus une usure du pouvoir qu'un véritable vote sanction qui, pour l'instant, est à l'œuvre. Alors le chef de l'État va descendre dans l'arène électorale. Peut-être que ça va avoir une incidence sur les intentions de vote, mais en tout cas, dans la pré-campagne, dans la première partie de la campagne, c'est pas quelque chose qui joue énormément. En fait, ce qui se passe, c'est que l'éclatement du paysage politique aussi, on n'est plus dans une forme de bipartisme droite-gauche, fait que la notion de vote sanction est plus complexe. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux électorats qui veulent clairement exprimer leur mécontentement. Ce sont les deux électorats radicaux, qui est celui d'un côté de LFI et de l'autre celui du Rassemblement national. Mais que dans d'autres électorats, effectivement, ça n'est pas la question. Par exemple, c'est très clair que ça n'est pas la question pour les électeurs qui veulent voter pour Raphaël Glucksmann. Ils ne votent pas contre le gouvernement en votant pour la liste Glucksmann. Donc c'est aussi ça qui explique peut-être ce caractère un peu diffus aussi de cette notion de sanction. Elle existe pour une part minoritaire de l'électorat, et elle se porte effectivement sur les votes radicaux et extrêmes. Voilà ce que nous pouvions dire pour les principaux enseignements de ces premiers pas de la campagne électorale des élections européennes de juin 2024. Désormais, nous allons publier au moins 2 intentions de vote par semaine jusqu'au scrutin, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre de ce podcast. Merci à tous. C'est donc la fin de cet épisode consacré aux élections européennes. Pour suivre chaque semaine l'évolution des tendances électorales avec l'Eurotrack, rendez-vous sur notre site internet. Merci à Bruno et Frédéric pour leur analyse, et merci à toutes et tous pour votre écoute. À bientôt pour de nouveaux éclairages avec les experts Opinionway. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à donner votre avis.